messieurs, bonjour, merci de votre fidélité. Bienvenue. Midi, l'heure du grand journal. Barthélémy Ngom. À la une des pêcheurs sénégalais actuellement en garde à vue en Mauritanie, cela fait suite à une bagarre qui les a opposés à des gardes-côtes mauritaniens qui ont même arraisonné les pirogues des pêcheurs sénégalais. Moustapha Diakhaté avertit le régime Sall, il ne faut toucher à aucun cheveu de Thierno Alassane Sall. Le fondateur de Manko Tahaou Sunu APR confirme les révélations de l'auteur du livre intitulé Protocole de l'Élysée Confidence d'un ancien ministre sénégalais du pétrole, mais cet avertissement de Moustapha Diakhaté intervient au moment où Racine Talla, directeur général de la RTS et responsable APR, qualifie Thierno Alassane Sall d'un homme de haine. Covid-19, les chiffres du jour, encore 2 morts, 90 cas positifs, 50 cas contacts et 40 cas communautaires. La Tamkharit, c'est demain samedi, mais le contexte actuel marqué par la crise sanitaire risque de tout chambouler. Le partage du repas, une vieille tradition qui pourrait ne pas être perpétuée. Rester chez soi, c'est le mot d'ordre de certaines familles qui demandent aux enfants de ne pas sortir pour le Tadjabon. L'actualité internationale, Georges Déthié, bonjour. Bonjour Barthélémy Ngom. En Mauritanie, l'ex-président Aziz rompt le silence, première prise de parole après sa libération. Il dénonce une cabale politique. La junte au pouvoir au Mali, à l'écoute de la CEDEAO, les chefs d'État de la sous-région en sommet ce vendredi sur la crise au Mali. Deuxième réunion après le coup d'État du 18 août dernier. Développement de toutes ces actualités, Georges Déthié Diop. Le sport, c'est avec Cheikh Tidiane Diagne. Cheikh, bonjour. Bonjour à vous, Barthélémy Ngom. Bonjour à tous. Sadio Mané serait convoité par le Football Club de Barcelone. Des rumeurs à l'instant, vous allez entendre donc là-dessus quelqu'un de très réseauté sur Sadio Mané. Élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. La FIFA met un terme au processus électoral à NBA, reprise de la compétition après un mouvement d'humeur des joueurs. Cheikh Tidiane Diagne, Coronews, ce sera avec Koumba Sandiane Faye. Point de vue, nous allons débattre de la question liée au 3e mandat en Afrique. La Côte d'Ivoire et la Guinée déjà perturbées, le Sénégal pas à l'abri. Bienvenue à la technique de ce grand journal Aliouba. Cette bagarre entre garde-côtes mauritaniens et pêcheurs sénégalais, 2 parmi eux sont actuellement en garde à vue. Les garde-côtes mauritaniens ont arraisonné leur pirogue, motif utilisation de filets monofilaments. En direct de Nouakchott, notre correspondant Mohamed Diop, bonjour. Barthélémy, bonjour. Alors, vous nous en dites davantage sur cette bagarre qui oppose depuis hier soir des gardes-côtes mauritaniens à des pêcheurs sénégalais. Ouais, écoutez, la situation actuellement, il y a une quarantaine de pêcheurs sénégalais en colère qui sont actuellement au bord sur les côtes et les autorités mauritaniennes tentent de les calmer. Et l'histoire, vous l'avez déjà dit, c'est l'arrestation ou l'arraisonnement d'une pirogue monofilament. Et vous savez que la pêche avec ces sortes de pirogues est interdite ici en est suivi. Depuis hier soir, il y a 2 pêcheurs qui sont actuellement en garde à vue et ça a un peu dégénéré avec même des pêcheurs mauritaniens qui viennent de Gendar sur le long de la frontière avec Saint-Louis, ont eu également à s'affronter un petit peu avec les pêcheurs sénégalais. Mais actuellement, on peut dire il y a un certain calme, mais la situation est toujours là. La situation est toujours là. Merci beaucoup Mohamed Diop. Toutes nos excuses pour ces quelques coupures. L'information donc, c'est cette bagarre qui oppose des gardes-côtes mauritaniens à des pêcheurs sénégalais. Je rappelle que 2 pêcheurs sont présentement en garde à vue. Tout est parti de l'arraisonnement d'une pirogue pour pêche illicite. Et puis nous restons dans le domaine, avec la mer pour parler de son avancée qui inquiète les populations de l'île de Dionewar. L'érosion côtière leur a fait perdre plusieurs kilomètres de côte depuis 1987. Et comme l'adage dit qu'on ne peut pas arrêter la mer avec ses bras, eh bien le coordonnateur de l'aire marine protégée de Sangomar, mise sur les arbres, il appelle à une vaste campagne de reboisement le long du littoral. Aminata Goudiaby.
Tout le long de la plage de Dionewar, les dégâts sont visibles. Plusieurs dizaines d'arbres à terre à cause de la montée des eaux et l'image inquiète les habitants de cette île. Djibril Sarr est adjoint au maire de Dionewar. On perd minimum 10 mètres par an. Donc si vous faites le calcul, d'ici quelques années, la côte va disparaître complètement. C'est vraiment terrible, quoi. Cette commune insulaire du département de Foundiougne connaît ce phénomène d'érosion côtière depuis 1987. Selon le chef de village Mohamed Lamindong, la situation a pris de l'ampleur et presque chaque année, les populations se cotisent pour construire des digues de fortune. Vous êtes même témoin des travaux que les jeunes effectuent sur la façade ouest du village. C'est des digues de protection. L'aire marine protégée de Sangomar se trouve sur cette île de Dionewar. Le commandant Moustapha Ciss en est le conservateur. Il évoque les impacts négatifs de cette érosion côtière sur la biodiversité. Nous sommes dans une zone de nidification des tortues et vous savez que quand l'érosion côtière s'accentue, on risque de perdre cette zone de nidification des tortues. Pour se défendre contre les assauts de la mer, le commandant Moustapha Ciss sensibilise les populations de Dionewar sur l'importance du reboisement et régulièrement, il organise avec elles des activités. On utilise particulièrement une espèce qu'on appelle le Chrysobalanis ikako, qui est appelé en wolof Rach et en serer Banara, qui a été proposé par les populations locales. Dans les endroits où il y avait cette espèce, la mer n'avançait pas trop. Avec l'appui du Fonds français pour l'environnement mondial, nous avons tenté de mettre en place 2 pépinières. Nous sommes en train de reboiser cette espèce pour essayer de ralentir cette érosion côtière. Sauf que les habitants de Dionewar estiment qu'il faut des investissements lourds pour arrêter cette avancée vertigineuse de la mer qui les empêche désormais de dormir tranquillement. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. Aminata Goudiaby, il est 12h07. RFM 94.0, la radio en puissance. Et nous parlons éducation. Le secrétaire général du SADEF, le syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation, qui demande une réforme du CFE, certificat de fin d'études élémentaires, c'est suite à la polémique qui a entouré l'épreuve de mathématiques de l'examen de cette année. Mbaye Sarr suggère aussi aux autorités de revoir la façon dont les résultats sont proclamés, car pour lui, il est inadmissible que les 10 résultats soient publiés des mois après l'examen. Mbaye Sarr est en tournée dans la région de Sédhiou. Max Clid Kamfani. Les épreuves du CFE ne peuvent être corrigées sans la reprise de la matière maths. C'est une réclamation du secrétariat du SADEF, le syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation. Mbaye Sarr, secrétaire général national de ce syndicat. Vous voyez que le CFE de cette année s'est déroulé dans une situation particulière. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons qu'on devrait procéder d'abord à la reprise de l'épreuve de mathématiques qui a fait l'objet de polémiques pour mettre tous les élèves du Sénégal à chance égale, conformément à la loi d'orientation scolaire. Parce que la loi d'orientation scolaire dit en substance que tous les élèves doivent être mis à chance égale pour compétir. Et vous imaginez que lors de l'admission de cette épreuve, tous les élèves du Sénégal n'ont pas vécu les mêmes moments, les mêmes circonstances. Et par conséquent, on ne devrait pas valider cette épreuve sans qu'elle ne soit reprise pour que tous les élèves du Sénégal soient mis à chance égale pour compétir. Le secrétaire général national du SADEF demande par ailleurs l'État, particulièrement le ministère de l'Éducation nationale, à entamer une réforme du CFE. Nous pensons qu'il est arrivé l'heure où le CFE doit subir encore une réforme, parce que nous ne pouvons pas comprendre qu'après l'admission de ces épreuves, que les élèves et leurs parents soient plongés dans un suspense total pendant des jours, attendant que les résultats ne soient proclamés, ce qui est contraire au bac et au BFM, où après quelques jours seulement, on proclame les résultats et chaque élève saura maintenant à quoi s'en tenir. Nous pensons qu'il est arrivé à grand temps par rapport à l'avancée de la technologie pour qu'on s'adapte à nous par rapport à ce contexte et également qu'on respecte un principe fondamental dans le programme relatif justement à l'équité. Un tel procédé, selon Mbaye Sarr, va permettre aux potaches et même aux parents d'être à l'aise et éviter un stress de longs mois après le déroulement de ces épreuves. Max Euclid Kamfani à Sédhiou pour la RFM. Et puis cette conférence de presse conjointe entre le recteur de l'UCAD, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, et le directeur du COUD, les autorités de l'université ont donc défini les conditions pour une reprise graduelle des cours. Notez que cette reprise va se faire en 3 cohortes, du 1er septembre au 31 décembre. Là-dessus, nous écoutons Amadou, le professeur Amadou Ali Mbaye, c'est lui le recteur de l'UCAD au micro de Nafissatou Sila. Suivant le plan de rotation des 78 500 étudiants que compte l'UCAD par cohorte
et par niveau, aussi bien au niveau du campus social qu'au niveau du campus pédagogique. Et cela va continuer jusqu'au 31 décembre. Et ce plan se déroule comme suit. Du 1er septembre au 15 octobre 2020, seuls les étudiants de la licence 3 et du Master 1 seront admis sur le campus. Cette catégorie d'étudiants représente un effectif total de 19 517 étudiants. Du 15 octobre au 15 novembre seront admis les étudiants de la licence 2 et du Master 2. Et cette catégorie représente un effectif de 20 348 étudiants. Du 15 novembre au 31 décembre seront admis les étudiants de la L1, licence 1. Cette catégorie représente un effectif de 31 700 étudiants. En ce qui concerne les écoles et instituts, les activités d'enseignement-apprentissage se dérouleront suivant un plan de reprise qui prendra en compte leurs propres spécificités. C'était donc le professeur Amadou Alimbaï, le recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le directeur du COUD de son côté rassure les étudiants. Quant à cette reprise graduelle, il estime que toutes les mesures d'hygiène seront prises pour éviter une propagation du virus dans le campus social. Nous y reviendrons avec Nafis Satousila qui suit cette conférence de presse conjointe depuis tout à l'heure. Midi 11, la suite du journal. Depuis bientôt un an, ils sont en mouvement d'humeur pour réclamer de meilleures conditions de travail et la valorisation de leur salaire ainsi que des primes de risque. Il s'agit des techniciens de l'agriculture qui ont interpellé leur ministre de tutelle qui était en tournée dans le bassin arachidier. Moussa Baldé, en réponse d'y travailler pour une issue heureuse, il déclare avoir ouvert des concertations dans son département dans le dessein de prendre en charge toutes les revendications des plaignants. Le voici Moussa Baldé, le ministre de l'Agriculture, au micro de Ibrahim Diamé. Notre constitution, elle permet aux travailleurs de se syndiquer et de pouvoir utiliser la grève comme mode de revendication. J'ai été clair sur cette question. Je trouve que les revendications des agents du ministère de l'Agriculture sont légitimes. J'ai dit que j'y travaillerai tant que je serai là pour essayer d'y apporter des solutions. J'ai créé un cadre de concertation au ministère de l'Agriculture où les syndicats sont représentés et j'ai signé un arrêté pour démarrer les travaux. Quand les travaux seront terminés, j'amènerai le travail là où il doit être amené, le défendre là-bas, en espérant qu'il y aura des progrès. Voilà. C'était donc Moussa Baldé, le ministre de l'Agriculture. Prochaine campagne de commercialisation de l'arachide. Les paysans du bassin arachidier qualifient d'aubaine la venue des Chinois. Avec eux, les paysans ont vendu toute leur production, selon Cheikh Tidiane Cissé, le secrétaire général. Il demande cependant à l'État d'exclure les opérateurs véreux de la campagne. Les paysans du bassin arachidier souhaitent que le prix du kilogramme d'arachide soit fixé à 500 francs CFA pour la prochaine campagne. Cheikh Tidiane Cissé, au micro de Omar Ndiaye, notre correspondant à Kaffrine. On a entendu des oiseaux de mauvais augure qui sont en train de crier « oui, il faut arrêter les Chinois ». Moi, je pense que ces gens-là n'ont pas droit à la page, dans la mesure où c'est des gens véreux qui n'ont pas eu à apporter grand-chose pour l'agriculture. Ils ont détérioré le capital semencier avec le problème des Chinois. Ça, c'était l'appel de l'ancien président de la République, M. Abdoulaye Wade. Mais aussi, l'année dernière, on a fait même appel, ou les 2 dernières années, on a fait appel aux Turcs. Et je pense que tout ceci, c'est parce que l'État a su que les huiliers ne peuvent pas acheter les graines. Parce que nous, en tant que producteurs, cette année-ci, vraiment, on a subi des coûts de production énormes. Comme vous le savez, nous recrutons des gens pour le travail le matin à 1500 francs, 1000 francs le soir. Si on nous laisse avec ces gens-là, les prix ne vont pas aller à ce niveau. Donc nous disons au président de la République d'être trop vigilant et de ne pas écouter ces gens-là qui sont commis de leurs intérêts personnels. Cheikh Tidiane Cissé, le secrétaire général des paysans du bassin arachidier. Midi 14, merci de suivre le journal sur la radio Futur Média. RFM, la radio de toute l'actualité. Nous en arrivons maintenant aux chiffres de la Covid-19. 2 morts ces dernières 24 heures, 90 cas positifs, 40 contacts et 50 cas communautaires sur les 1250 tests réalisés. Le docteur Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. Sur 1250 tests réalisés, 90 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,20%. Les cas positifs se répartissent comme suit. 50 cas contacts suivis par nos services et 40 cas issus de la transmission communautaire répartis entre les communes ou quartiers suivants. La commune de Kédougou, 7 cas communautaires. Bignona, 3. Kaolack, 3. Ziguinchor, 3. Guédiawaye,
2. Ouakam, 2. Plateau, 2. Popenguine, 2. Saint-Louis, 2. Thiès, 2. Fan Résidence, 1. Kermassar, 1. Liberté 5, 1. Louga, 1. Les Maristes, 1. Mbao, 1. Médina, 1. Nord Foire, 1. Ouagouniaï, 1. Pikine, 1. Richard Toll, 1. et Tivaouane 1. 117 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 44 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 2 décès ont été enregistrés hier, jeudi 27 août 2020. L'état de santé des autres patients est jugé stable. À ce jour, 13 384 cas ont été déclarés positifs, dont 9 091 guéris, 279 décédés et donc 4 013 sous traitement. Le docteur Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale. C'est un constat au niveau de la frontière entre le Sénégal et la Gambie. Les femmes enceintes refusent de se rendre au niveau des structures sanitaires pour renverser la tendance. Un dialogue avec la communauté a été engagé. L'occasion a été donc saisie pour évoquer les problèmes d'eau et d'infrastructures routières dans ces villages frontaliers avec nos voisins de la Gambie. Omar Ndiaye. De Médinatoul Salam 2 en passant par Pathé Thiangay, Pathé Toucouleur, Beyti Keur Babou jusqu'à Keur Alifana. Tous ces villages et d'autres aux alentours souffrent d'un manque de route, surtout en cette période d'hivernage, selon Adji Seck, premier adjoint au maire de la commune de Médinatoul Salam 2. Vous avez pu constater vous-même l'état de la route. Il y a beaucoup de ravins ici, les routes sont coupées et cela entraîne d'énormes difficultés pour les populations. Chaque année, ce sont de nouvelles routes qui sont coupées. L'année dernière, un conducteur de moto Jakarta a même failli perdre la vie ici lorsque le pont de Pathé Thiangay avait cédé. À Salah Chajoud, une pénurie d'eau qui n'épargne pas le poste de santé de la localité, qui d'ailleurs ne dispose pas d'ambulance, de sorte que les évacuations se font en charrette. Bassirou Wade, infirmier chef de poste. En période d'hivernage, on confronte beaucoup de problèmes. Des fois même, il y a des femmes qui accouchent au cours de l'évacuation à cause des mauvais transports utilisés. C'est dans ce contexte que le projet PUMA est intervenu pour soulager les populations et leur construire des pistes. Sidi Nandour est le secrétaire général. Dans la commune de Médinatoul Salam, 119 actions, c'est-à-dire 119 investissements sont prévus par le PUMA. Et ceci dans tous les domaines, notamment la construction de pistes de production et d'ouvrages de franchissement, mais également le volet hydraulique, le volet électrification font partie des infrastructures sociales de base qui sont prévues par le PUMA dans la commune de Médinatoul Salam. Le projet PUMA va injecter une enveloppe de plus de 4 milliards dans les travaux pour venir à bout des difficultés que rencontrent les populations de cette localité. Beyti Keur Babou, Omar Ndiaye, RFM. Omar Ndiaye, comme vous l'avez donc constaté, la forte pluie d'hier qui a engendré d'importants dégâts un peu partout à l'intérieur du pays, ainsi qu'à Dakar. Eh bien, notez qu'au courant des prochaines 24 heures, la météo annonce également des pluies et orages qui vont se manifester sur les régions sud et par endroits sur certaines localités du centre du pays. Le protocole de l'Élysée, confidence d'un ancien ministre sénégalais du pétrole, Moustapha Diakhaté, avertit le régime de Macky Sall de ne toucher à aucun cheveu de Thierno Alassane Sall. Il s'agit bien sûr de l'auteur du livre, le fondateur de Manko Taxawu Sénégal, Manko Taxawu APR plutôt, confirme par ailleurs l'auteur du livre sur la médiation qu'il avait entreprise entre lui et le chef de l'État. Voici Moustapha Diakhaté, il était l'invité de RFM Matin ce vendredi. Effectivement, il a dit que je faisais de l'intermédiation entre lui et le président de la République pour qu'il n'y ait pas de séparation. Effectivement, c'est vrai, et il n'est pas le seul. Moi, ma position auprès de Macky Sall, c'est de tout faire pour aplanir ses relations avec ses camarades, avec même des membres de l'opposition et de la société civile. J'ai toujours fait cela. Aujourd'hui, comment voyez-vous toutes ces révélations qui ont été faites par Thierno Alassane Sall concernant la gestion des ressources naturelles au Sénégal, surtout le cas Total? Je crois que le scandale est évident. Pour la simple et bonne raison, parmi les 6 sociétés qui avaient postulé pour disposer du bloc en question, Total était le 5e moins 10 ans. Et par une alchimie que personne ne comprend, le président a sauté le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième pour donner le bloc à Total. De mon point de vue, cela ne se fait pas dans un état de droit. Dans la mesure où la gestion des blocs pétroliers est régie par le code pétrolier. Et lorsqu'une société ne remplit pas les conditions fixées par le code pétrolier, de mon point de vue, il ne doit pas être bénéficiaire. Puisqu'il y avait des sociétés qui étaient plus disantes, qui offraient plus au Sénégal, de mon point de vue, ce sont ces sociétés-là qui devaient être choisies. Et contrairement à ce qu'a fait
le président. À ce niveau, je crois que Thierno Alassane a tout à fait raison. Craindriez-vous des poursuites judiciaires contre Effectivement, je connais bien un peu. Lorsque Abdoulatif Coulibaly avait publié son livre, il y avait des gens qui étaient au PDS qui souhaitaient qu'on le mette en prison. Et malheureusement, ces gens-là qui tenaient ces discours sont aujourd'hui très proches du président Macky Sall. Je lui lance un appel pour qu'on ne touche pas un cheveu de Thierno Alassane Sall. Il a écrit un livre. Si les gens estiment que ce qu'il a dit n'est pas vrai, on n'a qu'à écrire un autre livre pour le démentir point par point. C'est ça ce qui fait avancer le débat démocratique. Et si cela se faisait? Eh bien, écoutez, nous allons nous opposer et soutenir Thierno Alassane Sall parce que, écoutez, la République du Sénégal reconnaît la liberté d'expression. Il n'a divulgué aucun secret d'État. Il a révélé un pillage d'État. L'avertissement de Moustapha Diakhaté à l'endroit du régime Sall. Un avertissement en tout cas qui intervient au moment où Racine Talla de la RTS, directeur général de la RTS et par ailleurs responsable de l'APR, qualifie Thierno Alassane Sall d'un homme de haine. On l'écoute avec Mohamed Ali Mouba. C'est un livre très très faible, écrit avec haine. C'est comme s'il n'a jamais été un homme d'État. Il y a des gens, on parle devers eux des secrets tellement sensibles, mais même si vous leur mettez le couteau sous la gorge, ils ne les révéleront jamais. Encore que lui, tout ce qu'il dit, c'est du domaine public concernant certaines informations. Le reste, c'est de la fable, quoi. Ah mais malgré lui, il dit tout, que c'est pas des fables, c'est des filles qui malgré étaient là. tout, Il parle de Total qui en a fait la part belle. Oui, mais c'est lui qui en parle. Mais est-ce qu'il n'a aucune preuve certaine? Aucune. Il a été ministre. Il faut qu'il rencontre Total, il faut qu'il rencontre British Petroleum, il faut qu'il rencontre d'autres sociétés qui bougent dans le pétrole. Mais non, il a voulu faire des corrélations entre nos liens historiques avec la France et, bon, certainement l'hégémonie de Total, mais je pense que... Qui était arrivé cinquième, mais qui a quand même raflé le contrat. Mais qui vous prouve qu'il est arrivé cinquième? Et même on peut arriver cinquième avec des avantages comparatifs si vous connaissez comment les règles du marché fonctionnent. Il y a le moins 10 ans, il y a le mieux 10 ans. Ça, c'est les experts au moment de l'évaluation tranchent ces questions-là. C'est pas une question de rang, de classement, comme ça, mathématique, arithmétique. Il y a une analyse qualitative et quantitative des offres. Tu peux arriver cinquième, mais correspondre à ce que l'État veut. Racine Talla, le directeur général de la RTS, je rappelle que vous aurez l'intégralité de cet entretien qu'il a accordé à Mohamed Ali Mouba demain, samedi, dans Invité Média, une rubrique qui passe dans l'émission RFM Weekend. C'est de 6h à 9h, animé donc par Fama John, midi 23 minutes. RFM. L'actualité internationale. Bienvenue Georges Tétidio. Merci Barthélémy Ngom. La Mauritanie d'abord, l'ex-président Mohamed Ould Abdelaziz parle pour la première fois après sa libération. Et il dénonce une cabale politique. C'était lors d'une conférence de presse à son domicile à Nouakchott où nous retrouvons Mohamed Diop. Des mots très durs à l'endroit de la commission d'enquête parlementaire. Mohamed Ould Abdelaziz a également critiqué la façon dont il a été auditionné par la police des crimes économiques. Pour lui, la loi a été violée. En fait, l'ex-président estime être victime d'une cabale politique et considère qu'il n'a rien à se reprocher quant à l'origine de sa richesse qui fait l'objet de soupçons de l'enquête parlementaire. Mohamed Diop, Médian, Nouakchott. Mohamed Diop, toutes nos excuses pour ces extraits qui n'ont pas été traduits. Georges Déthié Diop, apparemment, il n'a rien compris. Alors, un sommet de la CEDEAO ce vendredi sur la crise au Mali. Une réunion des chefs d'État de la sous-région en visioconférence, la deuxième après le coup d'État du 18 août dernier. La CEDEAO avait exigé le retour d'Ibeka au pouvoir et avait décidé de la fermeture des frontières et l'application de sanctions économiques. Hier jeudi, la junte a libéré Ibrahim Boubacar Keïta, mais détient toujours le Premier ministre Boubou Cissé. Les négociations entre militaires et la CEDEAO pour la mise en place d'un gouvernement intérimaire ont commencé. L'organisation est prête à consentir une transition de 12 mois au maximum. C'est ce qu'a indiqué hier Goodluck Jonathan dans un communiqué. Les sanctions économiques seront donc au centre des discussions entre chefs d'État de la sous-région, leur maintien ou leur assouplissement. En Côte d'Ivoire, Henri Kona Bédié et Pascal Afinguessan
ont déposé leur candidature pour la présidentielle. Ils l'ont fait hier. Henri Konan Bédié a déposé son dossier de candidature dans l'après-midi pour le compte du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Il a été précédé dans la matinée par Pascal Afinguessan à la CI, candidat donc du FPI, Front populaire ivoirien. Les deux candidats ont appelé au rassemblement pour une Côte d'Ivoire apaisée. La présidentielle ivoirienne est prévue le 31 octobre prochain. En République démocratique du Congo, Georges Lalucha se dit préoccupé par la disparition d'un de ses militants. Ben Benoît Kabey, militant de la Lucha dans la province de Kwango. Il a disparu à l'issue d'un rassemblement contre la gestion de la province à l'occasion de la visite du Premier ministre le 19 août dernier. Le mouvement citoyen dit continuer de le rechercher activement. Ses camarades appellent les autorités à le libérer s'il est détenu ou à lancer une enquête. En Égypte, le guide suprême des frères musulmans arrêté ce matin au Caire. Une annonce du ministre égyptien de l'Intérieur, Mahmoud Ezzat, était recherché depuis 7 ans. Il a été jugé par contumace et a été condamné à mort à 2 reprises pour intelligence avec l'étranger et une dizaine d'attentats terroristes selon RFI. Les experts de la police fouillent actuellement ses ordinateurs et téléphones portables pour trouver des informations permettant un grand coup de filet dans les milieux des frères musulmans. Au Japon, pour terminer, le Premier ministre a annoncé sa démission. Shinzo Abe évoque des raisons de santé. Il a expliqué subir un retour de son ancienne maladie chronique, la rectolite hémorragique ou colite ulcéreuse. Lundi dernier, il avait repassé des tests médicaux pour la 2e fois en 8 jours. Sa maladie inflammatoire de l'intestin l'avait déjà forcé à quitter le pouvoir en 2007. Merci Yoko Ndial, Georges Detedjo. RFM Sport. Bienvenue à toi, cher Tidiane Diagne. Merci à vous, Barthélémy Ngom. Bonjour à tous. Sadio Mané qui serait convoité par le FC Barcelone. Ça reste une probabilité. Le nom de l'actuel attaquant est évoqué par certains sites quotidiens pour rejoindre le club catalan et probablement suppléer Lionel Messi, qui a des envies d'ailleurs. Bakary Cissé, le rédacteur en chef du quotidien Record, nous donne son avis sur la question. Maintenant, si Sadio Mané est dans le viseur des Catalans, cela voudrait dire effectivement que le garçon a franchi un palier. Nous sommes au stade des rumeurs et le mercato est une période où on entend beaucoup de supputations par-ci par-là. Oui, le système de jeu du FC Barcelone correspondrait bien au profil de Sadio Mané, mais comme je vous l'ai dit, nous sommes juste au stade des rumeurs. Le garçon a certes fait le tour de la question avec Liverpool, mais n'oublions pas qu'il est sous contrat jusqu'en 2023. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun contact direct ou indirect entre Sadio Mané et le FC Barcelone, encore moins entre le FC Barcelone et Liverpool. Donc, ce qui voudrait dire que Sadio reste concentré avec son équipe qui est en phase terminale de sa préparation pré-hivernale. Et nous parlons de cette élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Cher Tidiane, la FIFA a décidé donc de mettre un terme au processus électoral. C'est le site de RFI qui donne l'information et qui cite une source interne de l'instance internationale qui veut obtenir une vue d'ensemble du processus électoral. Hier, le candidat Didier Drogba a été recalé par la Fédération ivoirienne de football pour irrégularité notée dans son dossier. L'élection était prévue pour le 5 septembre prochain. Football sur la pelouse, cette fois-ci avec le championnat de France qui va engager sa 2e journée dès ce vendredi avec un seul match au programme. À 19h GMT, Lyon, qui était exempt lors de la première journée, accueille Dijon. La suite est prévue pour samedi et dimanche, Barthélémy. En NBA, la reprise de la compétition après un mouvement d'humeur des joueurs. C'était un mouvement de contestation contre les violences policières sur les Noirs aux États-Unis, mais la pression, ils vont la maintenir sur les diams. Après une vingtaine d'heures d'incertitude, de discussions parfois vives et de 2 réunions formelles, les joueurs NBA ont pris la décision de reprendre la saison, stoppée net mercredi par les Milwaukee Bucks. Giannis Antetokounmpo et ses coéquipiers étaient restés dans le vestiaire avant leur match contre Orlando Magic afin de protester suite à l'incident qui a vu Jacob Blake être ciblé de 7 balles dans le dos. Hier, Donald Trump a accusé la NBA d'être devenue une organisation politique. Il affirme, je cite,
Je ne sais pas grand-chose sur les protestations au sein de la NBA. Je sais que leurs audiences sont très mauvaises parce que je pense que les gens en ont marre de la NBA. Ils sont devenus un peu comme une organisation politique et ce n'est pas une bonne chose. Fin de citation. Mais après 2 réunions, les joueurs ont décidé de poursuivre les playoffs en espérant trouver une solution afin de s'exprimer de façon plus importante encore sur les injustices sociales et raciales observées aux États-Unis. Les joueurs favorables à la reprise auraient mis en avant les sacrifices consentis jusque-là afin de s'isoler à Orlando et de reprendre le jeu, ainsi que l'arrivée des familles dans la bulle la semaine prochaine. Une reprise de la saison est espérée pour ce vendredi soir. Voilà, à l'instant donc la fin de la page des sports. Merci beaucoup, cher Tidiane Diagne. RFM, reportage. La Tamkharit, notre reportage, c'est donc demain, la Tamkharit bien sûr, mais le contexte actuel marqué par la crise sanitaire risque de tout chambouler. Le partage du repas, une vieille tradition qui pourrait ne pas être perpétuée cette année. Rester chez soi, c'est le mot d'ordre de certaines familles qui demandent d'ailleurs aux enfants de ne pas sortir pour le Tadjibon. Ce n'est pas sûr dans ce contexte. Un reportage de Salimata Aou. Le couscous au menu à la fête de l'Achoura, une occasion de partage pour affermir les liens entre la belle famille, les voisins, entre autres. Avec la pandémie du coronavirus, certaines habitudes vont changer, nous dit Khadiwon. C'est vrai que c'est une fête, on doit partager, mais le contexte ne s'y est pas. Que chacun reste chez lui et c'est seulement un jour et tout le monde prépare du couscous. On peut attendre l'année prochaine pour le partage. Dans la grande cour de sa maison, c'est déjà l'heure de fête. Le mil est déjà étalé à l'air libre. Pour Néné, ses voisins seront servis. C'est le but même de la fête. Tout à fait, bien sûr. On a l'habitude de le faire et on va le faire, Inch'Allah. Malgré le corona? Malgré le corona, oui, on va le faire parce qu'on a pris les mesures. Maintenant, vous voulez entretenir ces relations? Tout à fait. La Tamkharit aussi, c'est le fameux Tadjibon, un rendez-vous des tout petits pour quémander dans les maisons. Ces dames disent non, car le contexte ne le permet pas. Les enfants doivent rester à la maison, c'est mieux. Il faut acheter des biscuits, des bonbons. Pour leur donner, c'est mieux que de les laisser dehors. C'est très risqué. Il faut aussi privilégier la prière. C'est le plus important. Le coronavirus a bien chamboulé des programmes. Beaucoup de nos interlocuteurs souhaitent rester chez eux, vu la hausse des cas communautaires, la parade des enfants dans les rues, la nuit. Tamkharit emprunt un sacré coup. Et donc, soyez prudents. Merci beaucoup, Salimata Aou. 12h32. Coronews à présent, les informations relatives à la Covid-19 en Afrique et à travers le monde. C'est avec Koumba Sandiane Faye. 2 décès supplémentaires liés à la Covid-19. 44 cas graves admis en réanimation. Le Sénégal enregistre ce vendredi 90 nouvelles contaminations. Le nombre de décès au total s'élève à 279. La pandémie de coronavirus inquiète et est loin d'être finie. À date, 188 pays ont été touchés par le virus. Plus de 24 millions de personnes ont été contaminées et plus de 830 sont décédées. Selon les dernières statistiques de l'université Johns Hopkins, depuis l'apparition du nouveau coronavirus en décembre 2019 à Wuhan, en Chine, les États-Unis sont largement le pays le plus touché avec plus de 5 800 000 de cas. Et plus de 180 000 décès. Viennent ensuite le Brésil, l'Inde, la Russie et l'Afrique du Sud. En Europe, le virus a particulièrement été agressif en France. La France fait état de 6 111 contaminations au cours des dernières 24 heures, ce qui n'était pas arrivé depuis le mois de mai, et 32 nouveaux décès selon les données publiées ce jeudi par les autorités sanitaire. La rentrée scolaire ne sera finalement pas décalée comme le demandaient des syndicats d'enseignants et aura lieu le mardi 1er septembre. Le protocole sanitaire reste le même que celui établi en juillet par le gouvernement, à l'exception que le masque devient obligatoire à partir du collège, c'est-à-dire pour les élèves et enseignants, membres du personnel, même si la distanciation de mètres est respectée.
Le port du masque est obligatoire dans tout Paris et sa banlieue dès aujourd'hui à 8 heures. Selon un communiqué de la préfecture, les utilisateurs de vélos, de roues, trottinettes et autres engins de mobilité personnelle motorisés ou non devront aussi se plier à cette nouvelle obligation. Des masques en tissu gratuits pour tous les collégiens de la capitale pour éviter la propagation du virus. C'est ce qu'a annoncé la maire de Paris ce jeudi lors d'une conférence de presse. Jean Castex, dans une conférence de presse faisant le point sur la situation sanitaire en France ce jeudi avec le ministre de l'Éducation, Jean-Michel, et le ministre de la Santé, Olivier Véran, informe que la France est depuis quelques semaines dans une phase de recrudescence de l'épidémie. À noter que 19 nouveaux départements sont en rouge sur le tableau. Toujours en France, Emmanuel Macron se rend ce vendredi dans le laboratoire Sequens à Villeneuve-la-Garenne. En Espagne, le masque est obligatoire à l'école dès 6 ans. La règle consistant à occuper un siège sur 2 dans les métros va être abandonnée. L'Allemagne prolonge ses restrictions à tous les voyageurs de 160 pays jusqu'à la mi-septembre. Cela concerne notamment l'Île-de-France, la région PACA, l'Espagne, Bruxelles, plusieurs régions de Roumanie et de Croatie. Les nouvelles contaminations toujours à la baisse en Belgique. Le nombre moyen d'infections au coronavirus est passé à plus de 477 par jour entre le 18 et le 24 août, indique donc ce vendredi l'Institut de santé publique Ciensano. En Guadeloupe, 20 cas ont été détectés dans la prison de Bémol. Il s'agit de détenus et de personnel, tous testés positifs lors d'une grande campagne de tests. Le Venezuela a annoncé vouloir produire le vaccin élaboré par la Russie. Près de 6000 arrestations en Chine liées au coronavirus selon le parquet national. Ces personnes sont accusées d'avoir organisé des collectes de fonds trompeuses, des ventes d'équipements médicaux défectueux ou encore d'avoir percuté du personnel médical avec leur voiture. La Corée du Sud ne durcira pas les restrictions. Tout de suite, le gouvernement va prolonger la distanciation sociale de niveau 2 qui devrait expirer ce week-end d'une semaine. Nouveau record de cas quotidiens signalés en Inde. L'Inde a recensé 77 276 nouveaux cas confirmés au cours des dernières 24 heures. Aux États-Unis, le président américain Donald Trump a promis de terrasser le virus avec un vaccin cette année. Il annonce ce jeudi soir une victoire totale sur la pandémie grâce à la conception d'un vaccin dont des centaines de millions de doses seront rapidement disponibles entre le Canada et la Chine pour un vaccin. Le Conseil national de recherche du Canada a annoncé donc que le vaccin de CanSino destiné aux essais cliniques n'avait pas été approuvé par les douanes chinoises pour expédition au Canada. De ce fait, le Canada estime que l'opportunité de mener les essais cliniques est maintenant terminée. RFM, la presse du jour. La presse de ce vendredi, lue, commentée par Georges Dekediop. Le général François Ndiaye fouille Mansour Faye. C'est à propos des 69 milliards des fonds Force Covid-19. Le journal Le Quotidien préfère dire que le comité Force Covid fouille la gestion de l'aide alimentaire. En effet, Le Quotidien, comme Sud Quotidien, informe que le comité Force Covid-19 a décidé d'envoyer une équipe au ministre du Développement communautaire et de l'équité territoriale pour vérifier sur place et sur pièce les dépenses effectuées dans le cadre de l'aide alimentaire financée pour 69 milliards de francs CFA. Selon mes confrères, c'est ce qui est ressorti de la réunion que le comité a eu hier avec la société civile. En attendant, certains secteurs continuent de faire les frais de la pandémie. Certaines entreprises aussi. C'est le cas de Air Sénégal malgré la reprise des activités aériennes. L'observateur qui livre les détails du plan de relance de la compagnie souligne qu'avec la fermeture des frontières du Sénégal et la suspension totale des vols, Air Sénégal a subi d'énormes pertes évaluées à 20 milliards de francs CFA. Toutefois, indique l'observateur, la compagnie a réussi à conserver plus de 300 emplois directs et à maintenir en état fonctionnel une flotte de 8 avions. L'Obs informe aussi que 49 milliards de francs CFA sont alloués à Air Sénégal dans le cadre du développement de son hub et pour lui permettre d'atténuer les effets de la crise. Chiffre que confirme le ministre du Tourisme et des Transports aériens dans Le Témoin. Dans une interview accordée au journal, Aliou Sarr déclare que le tourisme et les transports aériens ont déjà amorcé leur relance. Le virus continue en tous les cas de se propager et n'épargne pas le personnel soignant. Libération nous apprend d'ailleurs que 78 agents de santé sont touchés. Le dialogue politique à présent. Sud Quotidien rapporte que le désaccord refait surface. Mon confrère informe
informe que la rencontre d'hier, consacrée entre autres à la suppléance et à la vacance du pouvoir du maire et du président du conseil départemental, les autorités en charge des élections municipales et le cumul du poste de chef de l'État et chef de parti, s'est soldé par un désaccord. Ce que confirme le quotidien LAS. Le journal cite à ce propos Déthié Faye du pôle des non-alignés qui confie que la question du cumul des fonctions de président de la République et de chef de parti continue d'être un facteur bloquant. Le dialogue politique est au menu de l'interview que Lamine Ba du Parti démocratique sénégalais a accordé à Source A. Il est aussi question des accusations contre Wade dans le livre de Thierno Alassane Sall, de l'exil de Karim Wade, des élections locales, entre autres sujets. Quelques passages mis en exergue à la première page de Source A sur le livre de Thierno Alassane Sall. Il déclare refuser que des gens veuillent ou cherchent une identité politique sur le dos du PDS. À propos du dialogue, Lamine Ba note qu'il y a des ressorts qui ont été unilatéralement et volontairement cassés par les tenants du pouvoir. Grincement de dents à la police. Enquête fait état d'une forte colère dans les rangs. En cause, un arrêté ministériel qui permet aux agents de la 37e promo de passer brigadier devant ceux des 33e, 34e, 35e et 36e. Enquête informe qu'ils sont plus de 300 agents en colère qui crient à l'injustice. Mais mon confrère précise que la hiérarchie a vite fait de court-circuiter le malaise pour engager des discussions avec les policiers concernés. La police toujours avec ce drame qui frappe le corps. L'observateur informe que Mam Semou Diouf, agent en service à la direction de la police des étrangers et des titres de voyage, a attenté à sa vie hier jeudi à son domicile aux Parcelles Assainies. Il s'est tiré une balle dans la tête avec son arme de service. À la une de Vox Populi, le pays patauge dans les eaux. Cela après 48 heures de précipitation. De Pikine Guédiawaye en passant par Kermassar, Rufisque, Saint-Louis, Dagana, Matam, Kaolack, Kaffrine, entre autres, plusieurs localités sont fortement impactées par la pluie. Selon le journal Vox Populi, des familles sont chassées de leurs maisons par les flots, des rues gorgées d'eau, des quartiers entiers inondés, des ponts emportés. Les sports pour terminer avec les conséquences du souhait de Messi de quitter le FC Barcelone. Le club espagnol s'intéresserait à Sadio Mané. Stade et Record cite plusieurs sites anglais et médias espagnols qui informent que Sadio Mané est proposé à Barcelone pour remplacer Lionel Messi, annoncé sur le départ. Du coup, la même phrase à la une de Record et Stade. Sadio pour remplacer Messi. À vos kiosques et bonne lecture. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous ? Merci beaucoup Georges Déthié Diop. Nous en arrivons à point de vue. L'Afrique sérieusement affectée par la fièvre du troisième mandat. La Côte d'Ivoire et la Guinée déjà perturbées, le Sénégal pas à l'abri. Pour en parler, nous sommes avec Mouniaï Cissé. Monsieur Cissé, bonjour. Bonjour Barthélémy. Vous êtes membre fondateur de l'ONG 3D, membre de la société civile. Notre deuxième intervenant, Moussa Diaw. Monsieur Diaw, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant, chercheur en sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Alors, au regard de la situation, l'on serait même tenté de se poser d'emblée cette question. Que se passe-t-il en Afrique? Question que je vous pose, Mouniaï Cissé. Mouniaï Cissé. Oui, bonjour. Oui, oui. Alors, je disais tout à l'heure qu'au regard de la situation, on serait tenté de se poser la question suivante. Que se passe-t-il en Afrique? Question que je vous pose, bien évidemment. Oui, il se passe en Afrique déjà, la question du troisième mandat est pratiquement actée partout. Disons, la question de la limitation des mandats à deux, c'est, je crois, le principe, parce que sur 50, sur pratiquement tous les pays qui sont au niveau de la CEDEAO, c'est pratiquement acté. Mais c'est dans les faits qu'on voit qu'il y a des efforts, des tentatives de tripatouillage des élections, disons de la Constitution. Pour rester au pouvoir. Vous savez, on a beau écrire les constitutions en mettant des verrous. Quand un président veut modifier ou tripatouiller la Constitution, il peut toujours trouver un prétexte pour le faire. Vous savez, il y a des pays où même c'est juste une règle, comme aux États-Unis. On n'a pas écrit dans la Constitution de façon officielle que les mandats c'est de 4 ans et limité à 2. C'est devenu une règle. En France, c'est limité, les mandats à 2. Et donc, je ne vois pas pourquoi en Afrique, les présidents cherchent à tripatouiller les constitutions pour rester. Si tu prends le cas du Sénégal,
Ce qu'on peut retenir, c'est l'esprit de la Constitution. Ce qu'on nous a vendu lors du référendum, par exemple, c'était de faire... parce que le blocage des mandats à 2, c'était déjà réglé avec le président Ouad. Quand le président Macky Sall est venu au pouvoir, il a juste dit qu'il fait revenir le quinquennat. Et que donc les mandats, c'est bloqué à 2. Alors, donc, mais on voit qu'en Afrique, qu'on cherche à tripatouiller les constitutions. Aujourd'hui, ce qui se passe en Côte d'Ivoire est déjà une illustration parfaite. Ce qui se passe en Guinée, la même chose. En Côte d'Ivoire, là où le président Ouattara devait venir pour reconstituer ce pays, le stabiliser, on voit qu'il est en train de faire autre chose que ça. Alors, donc, ça va au-delà des textes pour moi, parce qu'on peut chercher à verrouiller les constitutions. Un président qui veut modifier, qui veut trouver une interprétation, peut le faire. Parce que quand tu prends l'article 57 de la Constitution, tout le monde à l'époque a considéré que c'était clair. Le mandat du président de la République est de 5 ans. Il n'est renouvelable qu'une seule fois. Nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. On a vu le ministre de la Justice qui portait cette réforme le répéter et le répéter encore. Vous voyez un peu? Alors, donc, quand on prend l'esprit de... Même s'il y a une faille après, qu'on dise qu'il y a une faille parce qu'il y a possibilité d'interprétation, je crois que c'est au-delà des questions du juridisme, des questions de texte, c'est une question de morale politique, d'éthique politique, d'élégance républicaine. Absolument, d'élégance républicaine. Je reviens à vous tout à l'heure, monsieur Cissé, surtout sur la question liée aux crises qui naissent le plus souvent de ces troisièmes mandats. Alors, Moussa Diaw, pourquoi dans certains pays africains, j'allais dire, les chefs de l'État refusent de lâcher le pouvoir? Comment expliquer cela alors que la Constitution est claire là-dessus? Oui, on peut l'expliquer de plusieurs manières. C'est le rapport qu'on a par rapport au pouvoir. Les chefs d'État africains, leur pratique du pouvoir pose problème. Et les modalités aussi d'arriver au pouvoir. Et le comportement qu'ils ont quand ils arrivent au pouvoir